Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Studio, une émission qui s'inscrit dans notre série consacrée aux relations entre la France et la Chine dans le domaine de la culture. Aujourd'hui, notre studio se délocalise dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, pour rencontrer l'un des plus éminents sinologues français, Rémi Mathieu. Nous évoquerons son parcours de chercheur, d'auteur, de traducteur, et nous parlerons des liens entre la Chine et l'Occident, des sources de malentendus, mais aussi des points de convergence, sujet auquel il a consacré un essai. C'est donc à nouveau un dialogue entre la Chine et l'Occident qui sera au menu de ce Paris Studio. Bonjour Rémi Mathieu. Bonjour. Et merci de nous accueillir aujourd'hui près d'Aix-en-Provence où vous vivez. Je vais vous présenter tout de suite à nos téléspectateurs. Vous êtes un sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie de la Chine antique et également traducteur de grands textes chinois. En 2012, vous avez, dans un essai intitulé « L'éclat de la pivoine, comment entendre la Chine », vous avez dresser un portrait de la relation Chine-Occident qui permette de comprendre le point de vue de l'autre. Et vous poursuivez aujourd'hui vos travaux avec de nouveaux projets sur le feu, et non des moindres, je crois, puisqu'il y a une traduction qui est en cours. Oui, une traduction qui se termine d'ailleurs, qui est une traduction du Shijing, c'est-à-dire du classique des poèmes, qui est le plus important des 5 classiques de la Chine ancienne, de la Chine antique. Donc c'est un livre extrêmement important qui m'a demandé quelques années d'efforts, puisqu'il fallait étudier et consulter la totalité, ou presque la totalité, des commentaires qui datent du début du IIe siècle avant notre ère jusqu'à nos jours. Donc on l'a compris, vous avez consacré de nombreuses années à l'étude justement des textes et des auteurs chinois. Vous êtes un des grands sinologues français contemporains. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes tombé en quelque sorte dans la sinologie? Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la Chine et à consacrer votre carrière à étudier la Chine classique? Alors je vous retournerai la question. Comment fait-on pour ne pas s'intéresser à la Chine ? Disons, pour être un peu plus sérieux ou un peu plus objectif, cela a commencé avec mon amour pour les langues. J'ai commencé assez jeune, vers 16 ans à peu près, à étudier le russe, puis le chinois, le sanskrit, etc. Et en sortant de l'école secondaire, du lycée, j'ai entrepris des études supérieures en russe et en chinois. Et la découverte de la langue chinoise a été un émerveillement, un éblouissement pour moi. Mais j'ai assez vite compris que l'étude de la langue moderne ne menait pas très loin dans la connaissance de la civilisation chinoise. Et donc j'ai entrepris d'étudier la langue classique, la langue qui permet d'accéder aux textes depuis environ 1000 ans avant notre ère jusqu'au début du XXe siècle. Alors justement, on va parler, pour commencer, de 2 grands noms que tout le monde connaît, bien sûr. Je veux parler de Confucius et de Lao Tzu. C'est le nom de 2 grands philosophes chinois, tout le monde les connaît, mais peu sont ceux qui ont lu les textes. Vous qui avez non seulement lu, mais traduit ces textes, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de ces 2 grands courants de la pensée chinoise? Et tout d'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il faut les opposer? Ces 2 doctrines sont à la fois opposées et complémentaires. C'est-à-dire que l'une ne va pas sans l'autre, puisque l'une est née en opposition à l'autre. Le confucianisme donc naît, comme son nom l'indique, à partir des paroles de Confucius. Il faut rappeler que Confucius n'a rien écrit. C'est un peu comme Socrate. C'est un sage, mais sans écrit propre. Et donc la deuxième doctrine, qui naît un peu plus tard, comme je viens de le dire, est attribuée à Lao Tzu, puis à ses héritiers, qui sont Zhuangzi et Liezi, qui ont construit petit à petit une doctrine, donc, comme je viens de l'exprimer, en opposition à l'idéologie dominante, qui était celle des Confucéens,
et qui s'est à la fois inspiré de certaines notions du confucianisme, tout en s'y opposant. On pourrait, pour caricaturer les choses, dire que le confucianisme est plus intéressé à la culture et le taoïsme à la nature. Et que d'autre part, le confucianisme vise à considérer l'homme en société. L'homme n'est homme que dans la mesure où il est un être civil, on peut espérer parfois civilisé. Et pour les taoïstes, par contre, l'homme n'est homme que dans la mesure où il s'intègre parfaitement à la nature, où il prend la nature pour modèle. Alors, l'écho de la pensée confucéenne a été large et durable en Chine, et bien au-delà, puisqu'elle s'est étendue à toute l'Asie et a même touché l'Occident. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'aspect humaniste et universel du confucianisme, qui ne s'adresse donc pas seulement aux Chinois, mais à l'ensemble de l'humanité? Non seulement la Chine a été dominée par ce mode de pensée, mais les peuples voisins, le Japon, le Vietnam, la Corée et toutes les communautés chinoises partout dans le monde restent imprégnées des valeurs du confucianisme qu'on pourrait très rapidement qualifier de dominantes dans cette population et qui sont particulièrement attachées à des valeurs comme la piété filiale, le respect des ancêtres, la morale exigeante, également la bienveillance. Et puis ce qu'on a appelé, par un terme certes occidental, mais qui me paraît malgré tout bien adapté au monde chinois aussi, qui est l'humanisme confucianiste. Une définition parmi d'autres de cette vertu d'humanité dont je parlais à l'instant, qui est, quand un disciple demanda à Confucius « Qu'est-ce que c'est que j'aime, la vertu d'humanité ?» Confucius lui répond une série de propos qui sont assez peu éclairants pour le disciple. Et il finit par lui dire quelque chose d'important dans une formule très concise. « Zhen, ai zhen ye ». La vertu d'humanité, c'est aimer autrui. Aimer autrui. Aimer autrui. Et je pense que dans cette vertu à la fois d'amour, de bienveillance, de rechercher le bien d'autrui, réside vraiment l'essence du confucianisme, ou du moins de la morale du confucianisme. Et ce qui explique que cette philosophie peut être adoptée non seulement dans les pays de culture chinoise, mais bien au-delà, dans d'autres cultures du monde. Alors l'enseignement du confucianisme retrouve une certaine vigueur actuellement en Chine. D'après vous, qu'est-ce que la pensée confucéenne peut apporter à notre époque contemporaine? Alors, elle reprend du poil de la bête en Chine pour des raisons qui ne sont pas forcément réduites aux vertus du confucianisme. C'est-à-dire qu'en tant que valeur suprême de la culture chinoise, elle apparaît dans la Chine contemporaine comme étant non pas la richesse, mais une des richesses majeures de la civilisation chinoise. Et vous parliez de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à réactualiser dans notre connaissance de la Chine ces valeurs du confucianisme. Il y en a effectivement quelques-uns qui me paraissent particulièrement intéressants, qui tournent autour de ce que nous semblons, enfin nos sociétés occidentales semblent oublier ces derniers temps, qui est l'importance du rite. C'est-à-dire que, pour reprendre une formule qui est mieux connue en Occident, qui est celle d'Aristote, que anthropos zoon politikon, c'est-à-dire l'homme est un animal social, politique, eh bien, il est un animal, je le disais tout à l'heure, civil, c'est-à-dire il ne peut vivre en société que s'il respecte des règles, et s'il respecte donc des formes plus ou moins codifiées de cérémonial, ou comme on le dit plutôt de nos jours, de civilité. Or, cet aspect des choses n'est peut-être pas mauvais à rappeler
à l'heure où, chez nous, cette façon de percevoir les relations sociales est réellement en délitement. Alors on va parler de poésie maintenant parce que vous avez également traduit énormément de poésie et publié d'ailleurs notamment une importante anthologie de la poésie chinoise publiée aux éditions de la Pléiade. Également les élégies de Chu, qui est une compilation de poèmes datant du 1er siècle avant notre ère. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement, si c'est possible, des spécificités de la poésie classique chinoise, qui est donc très différente, je crois, de la poésie occidentale, que ce soit dans la forme ou dans les sujets abordés? Effectivement, la poésie chinoise, je ne dirais pas elle se présente sous un seul aspect. Moi, je préfère parler de poésie au pluriel, chinoise également au pluriel, parce qu'il faut se rappeler que cette poésie a au moins 3000 ans d'existence. Et moi, je tiens beaucoup à la poésie de l'Antiquité, c'est-à-dire celle qui a donné en quelque sorte le canevas à partir duquel les autres se sont développés. Puis il y a eu la poésie de l'époque Han, donc du début de l'Empire, puis la poésie des 6 dynasties, puis la poésie des Trang, puis celle des Song, puis etc., etc. Donc il ne faut pas avoir une vision monolithique de la poésie. Et une chose qui est extrêmement importante, qu'on oublie peut-être en abordant la poésie, c'est que celle-ci ne peut se lire que sur un mode allégorique. C'est-à-dire la poésie chinoise est allusive. C'est-à-dire quand on vous parle d'un héron, ou d'une fleur, ou d'un paysage, il faut voir derrière ce paysage, derrière cet animal, derrière cette plante, derrière la couleur de cette plante, ce qu'il y a de symbole, ce qu'il y a d'allusif. Et c'est ce qui fait une différence importante avec la poésie française. Si vous n'avez pas les codes, et nous ne les avons pas, bien souvent, alors il faut un appareil critique qui soit suffisamment conséquent pour expliquer les allusions auxquelles le poète renvoie. On va continuer de parler de sinologie, de traduction, mais tout de suite on va faire une petite pause dans cette émission. Gilles Naturel est un contrebassiste de jazz qui regarde vers le baroque. Zhang Xiaomo est une pianiste de formation, devenue claveciniste. Han Zhan est une sitariste chinoise, vice-présidente d'une association qui s'appelle Uzone et qui promeut les échanges culturels entre la France et la Chine autour de l'interdisciplinarité. Ils ont participé récemment à une journée autour de la poésie et de la musique chinoise qui avait lieu au Musée Guimet à Paris. Nous les retrouvons tout de suite dans ce reportage. Dans ce petit studio parisien, c'est une expérience musicale inédite qui se déroule aujourd'hui. Née de la rencontre entre 3 musiciens chevronnés, dans des styles on ne peut plus éloignés, a priori. Et pourtant, ils ont déjà été réunis lors d'un spectacle de musique et de poésie organisé sous l'impulsion de Han Zhan, sitariste chinoise, qui enseigne cet instrument en France depuis une vingtaine d'années. La seule chose, ce que je peux le faire, c'est partager. Donc l'idée, ça vient comme ça. Je veux partager la musique. Curieux de l'apport des techniques liées à chaque style et de l'accord entre les sonorités de leurs instruments, ils explorent de nouveaux terrains d'expression. Voilà. C'était super, je trouve. Contrebassiste de jazz, Gilles Naturel retrouve dans la musique chinoise l'improvisation qu'il pratique depuis toujours. L'improvisation, c'est surtout basé sur l'écoute. Là, on vient de jouer un morceau chinois avec Xiaomo et Zhan, qui commence par un truc comme ça. Et donc, on écoute ça et on essaie de trouver le grand mystère de la musique, c'est-à-dire la basse, la façon d'accompagner une mélodie. Le jazzman joue aussi de la musique baroque, notamment sur une vielle à archet,
un instrument dont des représentations datent d'avant l'an 1000 et qui pourrait trouver ses origines en Asie centrale. Et donc cet instrument est venu à l'origine des instruments mongols, parce qu'il y avait eu une rencontre entre les croisés et les Mongols. Dans les dernières croisades, il y avait eu un échange. Et je pense que les instruments à cordes sont venus de cet échange. Pianiste de formation, Zhang Xiaomo a débuté le clavecin en 2008. L'étude de cet instrument spécifique de la musique européenne l'a curieusement amené à chercher l'inspiration du côté de la sitar chinoise. En fait, pour moi, la musique, déjà, c'est une communication pour moi. Alors, mon instrument, il est beau, mais il est un outil, ça me permet de communiquer plus largement possible avec le monde entier. Ça me permet de faire plus de liens entre toutes les cultures. Et vous connaissiez ces musiciens? Vous pouvez nous en dire quelques mots peut-être? Je connaissais 2 musiciennes, puisque Anne-Jeanne est effectivement diplômée de l'Académie de musique de Pékin et probablement la meilleure sitariste de Guzheng en France en tout cas. Et Zhang Xiaomo est une pianiste qui, comme on le sait, comme vous l'avez dit, a ensuite étudié le clavecin, est actuellement professeur de clavecin, je crois, au conservatoire de Rueil-Malmaison. En banlieue parisienne. C'est quelqu'un qui a un très haut niveau technique en musique chinoise et occidentale. On va continuer maintenant notre échange. On parlait donc, avant cette interruption, de la traduction. On a bien compris que la traduction du chinois vers une langue comme le français était une épreuve pour le traducteur. À qui le dites-vous? Voilà, justement, j'avais envie de vous demander, malgré toutes ces difficultés, d'après vous, pourquoi est-ce que c'est important d'essayer de traduire les textes chinois vers le français? Alors, les textes chinois en général, oui, bien sûr, la réponse va de soi. Il n'y a pas 36 façons de connaître la culture chinoise. Et ce qui est important dans la langue chinoise, c'est la densité. C'est-à-dire, plus une langue est concise, plus en un seul mot, elle arrive à regrouper non seulement un son, mais plusieurs idées, des symboles, et donc, là aussi, je l'indiquais à l'instant, une allégorie, c'est-à-dire une allusion, l'implicite. La richesse de la poésie chinoise est dans l'implicite. Plus elle est considérée comme ayant une haute valeur. Donc c'est ce passage d'un système référentiel à un autre système qui est le nôtre, qui est compliqué et qu'il est difficile de faire percevoir au lecteur. Et donc, selon moi, il y a quand même nécessité à avoir un commentaire minimum qui explique à la fois les formes et justement cet implicite qui ne peut être compréhensible, accessible que par l'intermédiaire de gloses. Alors la sinologie française est ancienne et réputée pour son excellence. La France serait même la première nation européenne à avoir érigé les études sinologiques en domaine scientifique à part entière. D'après vous, est-ce que cette connaissance assez bonne donc, de la France à propos de la Chine contribue aux bonnes relations entre les deux pays? Alors, sur le premier point, je vous suivrai très volontiers, puisque historiquement, c'est une réalité, c'est-à-dire que les premiers, je n'ose pas dire sinologues, mais missionnaires ayant une fonction d'apprentissage de la langue chinoise ont été envoyés par Louis XIV, ce qui ne nous rajeunit pas. Ensuite, l'enseignement scientifique de la langue chinoise a commencé au début du XIXe siècle, en 1815 pour être précis, à la fois au Collège de France et également à l'École des langues orientales. Alors, est-ce que cela contribue à l'excellence de nos relations? Bien évidemment, ça y contribue, mais chacun n'ignore pas que les relations entre deux pays, entre deux peuples, ne se réduisent pas à des échanges culturels, mais à des échanges qui sont plus diplomatiques, plus politiques,
et d'une autre nature que des questions purement linguistiques. Bien sûr. Alors justement, le président français Emmanuel Macron s'est rendu en Chine en 2023, au mois d'avril, et il a insisté sur la nécessité d'approfondir les échanges culturels entre la France et la Chine. D'après vous, est-ce que cela jouera un rôle dans le développement de la sinologie française ? Alors le développement de la sinologie, je l'espère fortement, mais il n'y a jamais de certitude en la matière. Il faut bien voir que souvent le développement de l'apprentissage d'une langue ou de sa culture dépend beaucoup du contexte géopolitique. Et cela, les sinologues n'y peuvent pas grand-chose. Ceci étant, l'année 2024 verra l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et donc on peut espérer qu'à cette occasion, bien des initiatives seront prises, à la fois au plan culturel, commercial, linguistique, bref, des échanges de toute nature, et que cette effervescence multidimensionnelle sera une occasion de faire redémarrer l'apprentissage de la langue chinoise en France, qui est une première étape pour permettre de faire accéder une classe d'âge, celle des collégiens, des lycéens et des étudiants, à l'apprentissage de la civilisation chinoise, qui est bien évidemment particulièrement attendue par les sinologues, qui espèrent que la génération suivante prendra la relève. L'enseignement du chinois, du mandarin, s'est beaucoup développé en France ces dernières années, que ce soit, je crois, à l'école primaire même, et dans le secondaire et évidemment dans les études supérieures. Comment vous voyez justement cette progression du chinois en France ? Alors, je la constate, mais je ne suis pas enseignant j'ai toujours eu la fonction de chercheur, donc j'étais à la fois impliqué par l'enseignement dans le supérieur, mais je ne suis pas professeur ni dans un lycée, ni dans une université. Vous avez formé de futurs professeurs de chinois. C'est ça, mais je n'ai pas une connaissance approfondie du milieu enseignant chinois. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Mais je constate malgré tout une bonne tenue, pour ne pas dire une progression, parce qu'en fait, il y a des années favorables et d'autres un peu moins, une bonne tenue donc du niveau quantitatif et qualitatif de l'enseignement de la langue chinoise dans notre pays. Alors vous avez publié en 2012 un essai intitulé « L'éclat de la pivoine, comment entendre la Chine » qui cherche à dissiper des malentendus, des incompréhensions mutuelles entre la Chine et l'Occident. Pour commencer, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez voulu écrire ce livre ? Eh bien, je n'ai pas voulu écrire ce livre. C'est une commande de l'éditeur qui m'a fait observer que c'est l'Occident qui avait écrit l'histoire du monde. Et donc que les autres peuples se sont en quelque sorte rattachés à cette vision occidentale du monde qui faisait que tous avaient une perspective en fait déformée à partir de cet impérialisme de la pensée européenne et qu'il fallait remettre en question en quelque sorte cet impérialisme européen, au moins sur le plan de la construction de l'histoire. Et ce projet m'a séduit et je me suis aperçu donc en creusant le sujet que la Chine ne serait pas la Chine sans l'apport européen et que l'Europe ne serait pas l'Europe, ne serait pas ce qu'elle est devenue sans l'apport de la Chine. Ce qui ne tombe pas sous le sens. Et cela tombe d'autant moins sous le sens que l'instruction en France, et je crois plus généralement en Europe, accorde une part infime, pour ne pas dire proche de la nullité, à l'histoire de la Chine, à l'histoire de la culture chinoise, et donc à l'histoire de nos malentendus, au sens propre du terme, c'est-à-dire nous n'entendons pas l'autre, et l'autre ne nous entend pas.
Et donc j'ai voulu, par ce livre, montrer que cette surdité réciproque était source non seulement de malentendus, mais éventuellement de conflits. Mhm. Et donc, dans ce livre, j'ai voulu rappeler l'importance d'une meilleure connaissance mutuelle et d'une reconnaissance de nos dettes réciproques. Et d'après vous, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour combler ces lacunes? Alors, la chose est difficile, mais je pense que l'instruction, une refonte des programmes de l'instruction serait la bienvenue, parce que dans mon travail, j'avais fait une recherche sur le poids quantitatif et qualitatif de la place de la Chine dans les livres d'histoire, de géographie, de l'histoire des sciences, etc. Et cette part est infime, pour ne pas dire ridiculement faible. Je crois qu'à partir du moment où on sait reconnaître cette dette, et cette dette est réellement réciproque, eh bien, on a fait un progrès, on a fait au moins un premier pas dans la reconnaissance de l'existence de l'autre et de l'importance historique de ces relations. Et puis dans le livre, vous développez l'idée selon laquelle, évidemment, une meilleure connaissance passe par un apprentissage, l'éducation, comme vous venez de le dire, mais aussi tout simplement par le fait d'aimer. Et ça, je crois que vous empruntez cette idée à Confucius. Voilà, c'est une citation de Confucius, en fait, qui commence par dire « Aimer vaut mieux que comprendre ». Et trouver sa joie dans une relation vaut mieux qu'aimer. Et je trouve que cette relation à la Chine, si elle n'est pas basée sur l'amour de la Chine, a du mal à se mettre en place. Hein. Et donc c'est à partir du moment où on aime ce pays, on aime cette culture, c'est les gens, où on aime plus largement les valeurs de la civilisation chinoise sans les faire siennes, hein, il ne s'agit pas de ça. Mais malgré tout, ce premier pas au nom de l'amour, si je peux employer des grands mots, est un préalable à la volonté d'apprendre, de connaître. Alors on va arriver à la conclusion de cette émission. L'année 2024 marque donc le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Pourriez-vous conclure en quelques mots en nous parlant de cette année qui va être donc importante pour les deux pays? Oui, je crois que de nombreuses manifestations sont prévues de part et d'autre. J'espère y participer parce que j'aurai beaucoup de plaisir à faire connaître la Chine en France et peut-être la France en Chine après tout, pourquoi pas, en tout cas à faire comprendre au public chinois l'importance de la sinologie française et des travaux des sinologues français qui font, c'est une grande partie de leur mission, bien connaître les valeurs de la Chine éternelle et de la Chine contemporaine aux Français curieux, et il y en a beaucoup. Donc j'espère bien évidemment que ce sera une occasion majeure pour que cette entreprise se poursuive depuis Louis XIV jusqu'à nos jours, mais plus encore éblouissante de nos jours dans la mesure où les instruments de connaissance et de communication sont évidemment sans commune mesure. Eh bien, nous espérons effectivement que cette année sera riche en échanges et je vous remercie donc Rémi Mathieu de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de sinologie, même si nous avons dû aborder de manière très superficielle tous ces sujets extrêmement intéressants. Je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.